Salut les magiciens, ici Totoru et bienvenue dans cette seconde ligue du DTC qui a eu lieu en mars, où on verra affronter Marat contre Aragorn. Sans plus attendre, on est parti, c'est Paul qui débute cette partie avec un Flooded Strand, donc un fetch blanc-bleu. Concernant le match-up, on est du côté de Paul sur un deck mid-range qui joue une combo avec Kiki-Jiki principalement. Et de mon côté, on est plutôt sur un Aragorn relativement classique, donc mid-range slash tempo en fonction un petit peu des orientations. Je testais ce jour-là une version inspirée de celle de Maximilien Khalil, avec Pyroblast, Mystical Dispute et toutes ces sorts anti-bleus qui permettent de casser un petit peu les miroirs de bleu, étant donné que j'anticipais pas mal de decks bleus dans ce field. Donc Paul en l'occurrence joue une version de Marat relativement classique, qui est quand même un deck relativement solide, hein. Faut garder à l'esprit que c'est un général qui a été banni pendant un certain nombre d'années. Bricely Bill, qui je le sais peut complètement dégénérer avec la capacité de Marat à retirer des marqueurs pour faire des capacités diverses, que ce soit créer une 1-1, infliger un où on veut, ou remettre un marqueur +1/+1 où on le souhaite. Je me dis qu'il vaut mieux quand même que je réagisse relativement rapidement, et je fais avec les options qui sont à ma disposition, à savoir une Swords to Plowshares. Je vois également qu'il y a une Urza Saga, donc ce qui veut dire que mon adversaire n'a pas prévu de jouer Marat au tour 3. C'est quand même une information qu'il faut que je prenne en compte. Je crois que je joue pas Mystic Sanctuary dans mon deck, mais c'est quand même mieux d'avoir pas mal de mana bleu dans un deck qui joue relativement bleu-centrique. Donc Aragorn, c'est un deck qui peut se permettre de jouer pas mal de sorts à la fin du tour adverse, mais il faut quand même faire attention avant de slammer sans réfléchir son Aragorn T4, de ne pas se faire voler le monarque. Aragorn, c'est un deck qui est quand même assez solide dans ce qu'il propose, donc dans son plan de disruption du plan de jeu adverse avec des contres et des removals, et également proposer des menaces, donc généralement avec des créatures qui ont le flash, ou des créatures qui ont un bon rapport coût-qualité, on va dire, genre Trunem Nemesis par exemple. Il se trouve que cette version que je jouais très peu de sorts rituels, donc j'avais beaucoup de créatures justement avec le flash. Il me semble que j'avais même pas TNN dans le deck, qui est revenu après. Petit moment de réflexion, donc je sais pas exactement à qui est-ce le tour. Je pense que c'est plutôt au tour de Paul, parce que je vois qu'il y a effectivement un 2 sur son Urza Saga, ça veut dire qu'on est en main phase 1. Ce qu'il va pouvoir nous proposer. C'est une fonderie sacrée, il paye donc 2 points de vie pour la faire arriver dégagée. Il me semble d'ailleurs qu'on a oublié de noter ces 2 points de vie. Ouais, c'est un peu embêtant. Bon. De toute façon, c'est un peu tard pour corriger ça. Montagne de mon côté. Là, je joue vraiment en mode draw land go. Je réagis à ce que tu proposes. Là, de toute façon, du côté de Paul, c'est extrêmement clair. Il va faire un jeton à la fin du tour. Ou proposer un play avec le flash, mais je crois pas qu'il y ait grand chose. À la limite, résilience, mais il avait même pas son deuxième mana vert, donc c'est pas trop possible. À moins qu'il nous fasse une manamorphose dont j'ajoute 2 verts, mais bon, ça me semble extrêmement peu probable. Donc, il faut savoir que Paul, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, il a joué il y a pas mal d'années, mais justement, il a fait une grande pause de Magic, donc il n'était pas tout à fait justement au courant de comment fonctionnent typiquement les sagas, les battles, des nouvelles mécaniques qui sont arrivées dans les, on va dire, les 2, 3, 4, 5 dernières années. Donc là, je suis en train de lui expliquer à quel moment est-ce que le marqueur, je sais plus exactement, chapitre, un truc comme ça, arrive sur la saga. Et en fait, c'est un peu particulier parce que c'est à la fin de la phase de pioche. On est à la phase qui est pile entre la phase de pioche et la main phase 1. Donc c'est pour ça que c'est wordé un peu bizarrement. Mais concrètement, les sagas arrivent, vont s'activer avant toutes les triggers qui se triggerent au début de la main phase 1. C'est pour ça qu'on peut flotter un mana incolore et pouvoir l'utiliser pendant notre main phase 1. Je lui dis donc que s'il souhaite activer une deuxième fois son Urza Saga pour poser des constructs,
il faut qu'il le fasse avant que sa capa rentre en pile de numéro 3, d'aller chercher un artefact à 1. Concrètement, dans son deck, je pense que Skull Clamp est relativement bien indiqué. Éventuellement un Ghost Vacuum, mais je vois pas trop pourquoi il jouerait ça, ou Haywire Might. Mais je pense que Skull Clamp est vraiment mieux adapté, ça permet de proposer du beatdown. Et concrètement, là, avec un terrain, Paul m'a posé 2 créatures et je crois bien que c'est un Skull Clamp qui est dans l'angle, un peu dans la lumière, sans dépenser une seule autre carte de sa main et que ce ne soit que des capacités qui rentrent en pile et pas des sorts. Donc là, je suis vraiment embêté, il me faut des removals pour réagir à ça, mais dans tous les cas, je ferai du card disadvantage. Donc je propose une bolt pour terminer la première construct qui pouvait attaquer, qu'il a activé à la fin de mon tour, 3. Et donc on a effectivement une Skull Clamp. J'aurais aimé pouvoir bolt en réponse au fait que Paul cible avec sa Skull Clamp une de ses constructs pour éviter qu'il pioche et en plus lui faire dépenser un mana supplémentaire. Malheureusement, il l'a pas séquencé dans ce sens-là, donc j'ai pas vraiment pu le faire. Mais c'est pas grave. Il nous pose donc un terrain, il me semble que c'était un fetch, un truc comme ça. Il me reste donc 2 mana à la fin de mon tour, à voir si j'en fais quelque chose ou pas. A priori pour 1, je vais faire un Brainstorm. Le but c'est de creuser, de se sculpter une main idéale et si possible de faire un effet de shuffle pour remélanger les 2 cartes qui nous intéresseraient le moins au-dessus de notre bibliothèque. Donc là j'ai replacé mes 2 cartes. Bon, il y a forcément une carte dont je vais avoir l'information. Peut-être que j'ai encore autre chose à lancer en fin de tour. Ouais, je me dis que c'est quand même le moment de faire un Unholy Hit. Maintenant que la construct est descendue à 2. Donc on voit que c'est quand même assez embêtant, parce que j'ai dépensé 2 cartes pour son Urza's Saga, et il a quand même Skull Clamp en jeu. Je vois que Paul n'a pas de board. Bon, évidemment il joue rouge, donc il pourrait avoir des créatures avec la célérité pour récupérer le monarque. Mais je me dis que s'il y a bien un moment pour pouvoir slammer mon général, c'est à ce moment-là. Ah, donc c'était pas un fetch a priori, c'était un truc qui fait du blanc. Sword sous clochère également du côté de Paul. Donc là on est dans le cas de figure où Aragorn, c'est fort certes, mais quand il se prend un removal en réponse et que l'adversaire se dépatouille pour avoir une créature attaquante, on peut très vite perdre le fil de la partie si l'adversaire récupère le monarque. Donc c'est au tour de Paul à voir s'il arrive à poser des créatures, à poser du board justement pour aller challenger ce monarque. Je crois que c'est un Eganjo qui est landé. Adjani, c'est une très bonne créature, pour le coup elle n'a pas la célérité. À voir si Paul décide de clamper son token. Ouais, a priori c'est ça. Il clampe le token, il pioche 2, trigger, il flippe Adjani. Il va sûrement refaire un 0. Donc déjà il pioche 2, ensuite il le flippe. Il va sûrement refaire un 0 pour reposer un chat. Potentiellement reclamper une deuxième fois son chat. Je sais pas si c'est si pertinent de faire ça. C'est lui qui voit. Donc moi j'ai quand même mon petit train de la value qui est parti à bon port. Alors oui, désolé Paul, mais sinon on voit pas les points de vie. Et pour nos chers auditeurs, ça serait un petit peu compliqué. Donc, j'ai effectivement ma value qui va se créer à la fin de chacun de mes tours, mais pour autant il faut quand même que je vienne me battre pour garder ce monarque et essayer d'éviter au maximum que Paul le récupère, parce que sinon ça veut dire que je donne du card advantage et de la value à mon adversaire, et alors ça c'est dramatique quand même. Parce que sachant que Marat c'est pas un deck qui fait énormément de card advantage, moi j'essaye de faire du 1 pour 1 pour qu'il s'essouffle, et que moi je continue d'avoir toujours une carte en main à chaque fois en plus, à chacun de mes tours. Reflecting Pool, je vais devoir attendre encore un tour avant de pouvoir reslammer Aragorn si je le souhaite. Je pense qu'en fait, je peux peut-être me permettre de laisser Paul récupérer le monarque un tour avant de le reposer. Mais c'est relativement dangereux quand même si je slam Aragorn, puisque ça veut dire que je suis full tap pendant le tour de Paul, qui pourrait... Franchement, il suffit d'un Bursting Pod pour qu'il puisse partir en combo.
En l'occurrence, je propose une Flage qui va s'avérer relativement très puissante d'ailleurs, pas relativement même, je sais pas pourquoi je rajoute des mots. Puisqu'elle va me permettre de virer Adjani qui va à terme être vraiment problématique. Puisque pour rappel, le 0 fait que si jamais on a une créature rouge en jeu, on inflige, en plus de créer une 2-1, on inflige autant de blessures à la cible de notre choix, autant qu'on a de créatures. Donc là, en l'occurrence, ça aurait été à peu près 3. Et ça commence à proposer des cloques assez élevés, même si j'ai gagné quelques points de vie avec Flage, avec la Source to Plowshare sur mon Aragorn. Faut quand même partir du principe que Marat, c'est un deck midrange, oui, mais c'est aussi un deck combo, c'est-à-dire que les points de vie sont pas si pertinents que ça. Le deck a une vraie capacité à envoyer des patates, mais c'est pas forcément son plan numéro 1. Donc phase d'attaque du côté de Paul pour piocher à fond. Alors je disais que Marat ne faisait pas beaucoup de cartes d'advantage. Il se trouve que Skullclamp est une carte wordée un petit peu de façon exotique, qui dans le design devait donner +1/+1 à la base, pour la petite histoire. Et au final, les designers ils se sont dit « Oh non, c'est trop fort, il faut qu'il y ait un nerf, donc on va donner +1 et -1 ». Il s'avère que Skullclamp est devenu donc une des cartes les plus puissantes qui donne du card advantage, quelle que soit la couleur, parce que c'est une carte incolore, et qui agit presque comme un sac outlet, et qui permet de forcer des plays en équipant des créatures qui ont plus de 1 d'endurance. Donc en l'occurrence là il a pioché plein de cartes Paul, donc il a une main vraiment remplie, et il va avoir un maximum de gaz, sachant que ses dorks sont plus nécessairement pertinents à ce moment-là, bien que Marat soit relativement manavore quand même, il va pouvoir recycler ses dorks pour piocher plein de cartes, garder toujours plus de gaz que moi, et moi il faut absolument que je trouve un moyen soit d'assurer un kill rapide, Flage en 3 tours, ça peut vraiment, 2 ou 3 tours, ça peut vraiment clore la partie, pardon. Soit il faut que je détruise ce Skullclamp qui fait beaucoup trop de value à Paul. Donc on constate effectivement que Urza's Saga, c'est quand même un sacré bout de carton. Au total, il m'aura fait dépenser au moins 2 ou 3 cartes, donc c'est vraiment très puissant. Surtout quand ça permet à la fin d'aller chercher, que ce soit pour les decks Thrasios Combo, un Shuko, ou n'importe quelle carte, pour peu qu'on ait une petite toolbox d'artefacts à 1 dans notre deck. Il me semble que là j'ai fait un remand pour avoir suffisamment de cartes dans mon cimetière et pouvoir relancer Flage. À ce moment-là, je crois que j'hésite à soit lui coller 3, soit détruire son dork, mais étant donné que son dork pour 1 mana représente une divination, en sacrifiant avec le Skullclamp, je me dis que je préfère péter son dork, plutôt que d'attendre un tour et éventuellement de lui laisser un bloquant potentiel. J'étais mieux, in fine, de lui détruire son petit dork. Donc là, mine de rien, j'ai quand même ma cloque, j'ai 2 mana up, potentiellement pour contrer ou faire un removal sur un truc. Je suis relativement bien. Mais on sent que la partie pourrait vraiment partir en fly des deux côtés. Parce que là, je me suis quand même commit de 4 mana pour poser ma menace. Il faut quand même pas que Paul parte en combo, là, justement, avec typiquement Marat plus Tic-Tac-Touk. En gros, un drop 3 plus... comment il s'appelle, Bursting Pod, avec 2 ou 3 mana, ça lui permet de partir en combo. Je vous expliquerai la boucle si jamais ça arrive. Bon, je peux vous l'expliquer là. Bursting Pod permet, en payant 1 mana et 2 points de vie, ou 1 mana, incolore et un vert, en l'engageant en sacrifiant une créature d'une valeur de mana X, d'aller chercher dans notre bibliothèque une autre créature de valeur de mana X plus 1. Donc à partir de là, on peut aller chercher Felidar Guardian, qui quand il arrive en jeu, qui coûte 4, quand il arrive en jeu, exile un permanent qu'on contrôle et le renvoie directement en jeu, donc on peut exiler la pod, réactiver pod, donc soit pour du mana, soit pour des points de vie et du mana, aller chercher, donc on va pas chercher directement Kiki-Jiki parce que sinon ça fonctionne pas, puisqu'on doit sacrifier notre Felidar pour aller chercher une créature à 5. On va donc chercher, comment il s'appelle, Guide Karmique, donc Karmic Guide, qui quand il arrive en jeu, renvoie une créature de notre cimetière directement en jeu.
Je reviendrai sur ce qui se passe à l'écran juste après, vous en faites pas. Ce qui nous permet de renvoyer le Felidar en jeu du cimetière. On peut réexiler de nouveau Bursting Pod, le sacrifier une dernière fois, donc cette fois-ci on sacrifie le Felidar une deuxième fois, on va chercher Kiki-Jiki. Donc là on est dans un board state où on a notre pod qui est engagé, mais on s'en fiche un peu, Karmic Guide et Kiki-Jiki. On engage Kiki-Jiki pour créer une copie de Karmic Guide qui va remonter le souverain Felidar. Je sais plus si c'est ça. Felidar Guardian, pardon. Felidar Guardian qui va exiler Kiki-Jiki. Et là, on est dans une boucle où on peut engager Kiki, créer une copie du Felidar. La copie va arriver dégagée, va avoir la célérité, va exiler Kiki, va le dégager du coup. Et comme il a la célérité, il n'a pas le Marlervoc, il peut se réactiver. Et là, on a une situation où on peut avoir autant de copies de Felidar qu'on souhaite, attaquer, remporter la partie. Je raccroche le wagon. On a une Enduring Innocence qui a été lancée. Donc en premier lieu, il y a eu un drop 3 que j'ai renvoyé au-dessus de sa bibliothèque. Je sais plus exactement comment il s'appelle. Il y a eu Enduring Innocence qui a été lancé aussi. Ça peut être assez embêtant. Dans le sens où, même quand elle meurt, elle revient quand même en jeu en tant qu'enchantement. Moi, je propose une phase d'attaque pour... donc, déclaration de phase d'attaque avec Flash, j'inflige 3 dans l'endurance. Dans Enduring Innocence, pardon. Et ensuite, je lui colle 6. Donc il doit être à 13 a priori. Et là, je fais une pique qui est godlike, parce qu'elle me permet de comprendre que Paul ne joue pas Ardent Scales, mais il joue bien combo. Donc au moins j'en ai la confirmation, parce qu'en fait il y a plus ou moins 2 approches dans les builds de Marat. Et donc je vois Kiki-Jiki, je vois Eldritch Evolution, je vois Earthcraft, vraiment des grosses cartes bien embêtantes que j'ai pas forcément envie de laisser passer. Donc déjà j'ai récupéré le monarque, j'ai oublié de le préciser. Il faut que je garde beaucoup de mana up avec des réponses pour pouvoir gérer tout ce qui se passe. Là j'ai une petite mana Tice que j'ai pioché qui va pouvoir potentiellement punir un tap out de la part de Paul. Maintenant il a déjà 6 mana, ça m'étonnerait que ça s'avère pertinent, mais au pire ça peut toujours se pitcher sur une solitude. Bon, c'est un peu l'argument de la loose, mais effectivement, ça peut se pitcher. Donc, c'est à Paul qui va devoir être relativement pertinent quand même, parce que là, je vais pouvoir le tuer en 2 tours. Donc il a encore ce tour-ci et le tour d'après pour proposer des bêtises. Earthcraft, je sais qu'avec Marat, ça fait une flopée de tokens. Ça va venir bloquer comment il s'appelle, Flash à l'infini. Donc je devrais lui coller les points 3 par 3 au lieu de 9 par 9. Earthcraft, c'est assez problématique. Je crois que je me vois un peu obligé de réagir. Donc je décide de faire un wash away clivé. Donc pour 3 mana, je fais un cancel, en fait, je compte son sort. Ce qui me permet aussi d'éviter qu'il n'ait des créatures en jeu et suffisamment de mana pour pouvoir faire à la fois Marat plus Eldritch Evolution, qui lui permettrait de partir en cacahuète à peu près. Donc là pour 3 mana, il va sûrement me reposer la créature que... Voilà. Donc c'est Arwen que je cherchais tout à l'heure. Arwen, ça a la tronche de quelque chose qui bloque extrêmement bien Flash, puisque ça a indestructible. Donc je suis un peu obligé de réagir également. Il va falloir que je trouve un moyen de l'exiler, si je veux réussir à passer à travers. Sinon ça va être relativement embêtant. Et en plus, c'est même pas un trigger d'arriver en jeu en fait, c'est le fait d'avoir un marqueur indestructible. C'est Arwen arrive en jeu avec un marqueur indestructible. Donc je fetch. Donc un basique, vu que c'est Prismatic Vista. J'ai une flopée de mana. Maintenant, à voir si c'est suffisant pour partir en phase d'attaque. Je sais plus exactement ce que j'ai en main. Mais je crois que... Oula. Je crois que je prépare un gros spell. Ça ressemble à un Force Hurlingas. C'est ça. Donc je propose un Force Hurlingas à X égale 6. Phase d'attaque... Ouais, donc en gros j'ai gagné. Phase d'attaque, je colle 3 à Paul, donc il passe à 10. Et j'ai 6. Donc il est obligé de bloquer Flash, sinon il meurt. Et du coup je lui rends 12 points. Donc là on est quand même sur une phase d'attaque un peu éclair.
Comme quoi, Forcerlingas, c'est une carte de zinzin. Donc, je débute la deuxième partie... Enfin, pardon. Paul débute la deuxième partie avec un fetch. Et je propose une Gitaxian Probe qui me permet de savoir un petit peu, bah, contre quoi est-ce que je vais devoir tourner, qu'est-ce que je peux me permettre de laisser résoudre avec lesquels je vais proposer des bolts. Et là, je vois quoi dans sa main? Magus of the Moon et Manatice. Donc là, je me dis, oh le petit filou. Alors, accessoirement, il y a aussi une Parallax Wave. Donc, je vais les faire dans l'ordre. Je sais plus la carte tout à fait à gauche. Il y a Parallax Wave, Wild Growth, deux landes, Magus of the Moon, ainsi que Manatice. Donc, je sais qu'il... Ah oui, non, tout à gauche, c'est un Blast. Donc, je sais qu'il a un Blast, mais je suis obligé de le faire tomber. Donc, je propose le Ocelot Pride dès le tour 1. Et pour le forcer quand même à proposer un removal dessus, plutôt que sur une autre menace que je pourrais proposer ultérieurement. On est tout à fait dans la charte des 1 pour 1, donc ça nous coûte une carte chacun. Et moi, je vais rattraper à la fin ce rabais, on va dire, de cartes en main, avec la capacité du monarque. Qui, une fois qu'elle est en jeu, dans tous les cas, elle pourra tourner. Il n'y a rien qui peut retirer le monarque. En tout cas, dans les cartes légales, parce qu'il me semble que dans les unset, il y a une carte qui permet de retirer les emblèmes, les monarques, les initiatives, etc. Voyons comment Paul va chercher à se dépatouiller. Il me semble qu'il va faire un... comment ça s'appelle? Wild Growth sur un de ses sorts. Sur un de ses terrains, je vais y arriver. Phase de pioche pour moi. Donc, il a 2 mana up. Concrètement, il n'a pas de mana blanc. Donc, je sais, j'ai l'info, qu'il ne va pas pouvoir faire de Manatice. Donc là, je sais que je peux curver. Je rentre en phase d'attaque. Là, il a attendu le dernier moment pour faire un Galvanic Discharge. J'étais un petit peu surpris qu'il soit pas allé chercher un Raveland pour faire à la fin du premier tour la Galvanic Discharge. Mais en fait, il est en train de se préparer son mana vert dans le but de résoudre son... Comment il s'appelle? Son Magus of the Moon. Donc le Magus, c'est la version Secret Lair de la mort qui tue. C'est pour ça qu'on reconnaît pas forcément l'artwork. Il a effectivement pioché comme un chef sa plaine. Ce qui veut dire qu'il a pile poil le mana qu'il lui faut pour faire Magus avec en plus un sort de Protect. Moi je dis en réponse, pas de problème, Brainstorm. Vas-y, tu peux la Manatice, y a pas de problème. Donc en fait, concrètement, dans ma main, j'ai un Removal, ou alors je vais en chercher un avec le Brainstorm. Et il me semble que je vais fetch. Je crois que je vais même me permettre le luxe d'aller chercher un Surveilland, un truc dans le genre, parce que là, dans tous les cas, je vais pas pouvoir lancer un sort à 1, je vais me prendre une Manatice. Donc je vais devoir attendre que... Ah non, je vais quand même chercher une plaine. Je sais même pas si j'aurais dû. Je vais devoir attendre un tour avant de pouvoir claquer un removal sur Magus of the Moon. Étant donné que je joue quand même pas mal de removal qui sont blancs et rouges, je vais quand même avoir de quoi faire pour cette partie-là. Donc je prends mon tour, je tourne allègrement autour de la Manatice. C'est quand même vachement plus simple quand on a l'info qu'elle est en main adverse. Je vais donc jouer à un terrain qui va arriver dégagé puisque je contrôle... Enfin, puisque c'est une montagne. Et pour un petit mana, Chain Lightning sur Magus. Vas-y, y a pas de problème, je peux payer le 1. On retourne donc dans une situation où on a tous les manas des couleurs de notre choix. Cependant, Paul n'a que un mana blanc. Donc je sais que, à moins qu'il ne pioche un autre mana blanc du coup, il peut pas lancer sa Parallax Wave.
Urza Saga, qui effectivement n'était pas très synergique avec Magus of the Moon, puisque pour information, si... Alors c'est une question de couche, c'est un peu complexe, on rentre dans du ruling, je vais vous la faire simple. Euh, pour qu'une saga reste en jeu, il faut qu'elle ait moins de marqueurs, donc de marqueurs des chapelets, là je sais pas comment ça s'appelle, les chapters, il faut qu'elle en ait moins que son nombre maximum. Urza Saga, comme la plupart des... Ah, pardon. Oh, à mes souhaits. Urza Saga, comme elle en a 3, et si jamais... Donc à partir du moment où elle en a 3, elle doit être sacrifiée. Donc ça c'est son maximum. Mais si jamais il y a un Magus en jeu, le nombre maximum va passer de 3 à 0. Et donc naturellement quand elle arrive en jeu, elle en a au moins une. Si son nombre est supérieur, donc supérieur ou égal au nombre maximum, elle doit être sacrifiée. Donc c'est pour ça que sous Magus of the Moon, ou Blood Moon Effect, que ce soit le nouveau bleu ou les deux rouges, les sagas doivent être sacrifiées. Enfin, Urza Saga doit être sacrifiée à la résolution. Il se trouve que ça ne fonctionne pas non plus si elle est landée après coup. Parce que ça... Il y a quand même le type saga qui fait partie. C'est un peu comme les surtypes. Le surtype légendaire est quand même pris en compte sous Yoshimaru, même sous Blood Moon. Le surtype artefact également. Dryad Arbor, c'est pareil, c'est un rouge, montagne. Enfin, vert, montagne, je crois, il y a un bail comme ça. Par contre, sous contamination, Urza Saga n'a pas l'obligation d'être sacrifié parce que c'est un effet qui remplace seulement la quantité et la couleur de mana et pas le type de carte. On est sur des points de règle un petit peu précis, mais c'est quand même bien de les avoir à l'esprit. Moi, il se trouve que contamination, c'est plus très joué. C'était joué dans Slime Foot fut un temps. Donc là, on a Paul qui a activé, enfin qui a lancé Marat, qui l'a activé, et j'ai fait un Tishanas Tidebender sur le deuxième trigger, je crois. Ce qui fait que Marat est donc une 1-1 sans capacité. Utopia Sprawl qui est lancé du côté de Paul. Je termine sur les effets de Moon et le cas particulier avec Utopia Sprawl. Si jamais on a enchanté un Biland et donc pas un terrain de base qui est une forêt avec Utopia Sprawl, on voit qu'il y a une petite ligne où c'est un aura certes, mais c'est marqué enchanter une forêt. Ce qui fait que si jamais il avait enchanté par exemple sa Taiga avec Utopia Sprawl et qu'il joue un Magus of the Moon, sa Taiga ne remplit plus la condition d'être une forêt puisque ce n'est que une montagne. Utopia Sprawl doit donc être sacrifié. Il faut quand même faire attention parce que généralement les petits filous qui jouent des moons, c'est également ceux qui jouent rouge-vert et donc ce genre de situation peut arriver. Parallax Wave qui est lancé du côté de Paul, ça va être relativement complexe de ma part. Alors il se trouve que j'ai pas encore résolu le monarque donc je prends pas encore tout à fait la sauce. Mais P-Wave ça permet de temporiser à peu près 3 tours, ça fait quasiment 3 time walk au niveau des phases d'attaque. Parce que du coup, soit je slam mes bêtes pour essayer qu'ils me les prennent, et donc baisser le nombre de marqueurs fading, enfin, marqueurs évanescence, je sais plus exactement comment ça fonctionne. Soit bah, je dois patienter et je me prends des coups de beatdown et je peux rien y faire. Donc, faut réfléchir, s'il y a un arbitrage à faire sur est-ce que je vais slammer ou au contraire essayer d'être un peu plus réactif. Donc là j'ai ma Tishanas Tidebender qui est en dessous. Donc qui va revenir et bon a priori la capacité va pas faire grand chose. Mais au moins je vais pouvoir récupérer ma 3-2 plus tard. Urza Saga me fait quand même relativement peur. Parce que le fait qu'il puisse aller chercher Skullclamp de nouveau avec Marat qui tourne et qui fout que des petites 1-1. Ça va être relativement problématique. Et c'était sans compter un magnifique petit Stifle qui en tout cas moi je recommande, enfin c'est une des cartes que je kiffe, une carte que je recommande notamment parce que dans le méta actuel, même les créatures et les permanents ont des ETB qui sont extrêmement puissants. Donc il y a pas mal de petits filous qui s'amusent à essayer de faire des terrains Kitsch Channel, des Otawara, des effets un petit peu de ce genre qui sont des capacités qui rentrent en pile,
qui tourne donc autour des counterspells plutôt classiques, Stifle vient répondre typiquement à ce genre de problématique. Voilà, un trigger d'Urza's Saga, donc faut faire attention parce qu'il y a plusieurs triggers qui rentrent en pile, je crois, avec Urza's Saga. Là, j'ai Stifle, non pas la capacité, enfin le fait qu'il passe de Chapter 2 à Chapter 3, mais bien la capacité qui fait qu'il va aller tutoriser un artefact à 0 ou à 1. Donc c'est pour ça qu'il sacrifie son Urza's Saga, et non pas qu'il la garde à 2. Il me semble qu'il y a des petits tricks quand même à faire par rapport à ça. Pour 5 mana, Marat qui est relancé, je propose un counter spell, on va essayer d'éviter les bêtises. Et j'avais du mana up au cas où, même si jamais il voulait faire une mana Tice. Alors voyons comment j'arrive à m'en sortir à partir de là. On a toujours comment s'appelle-t-elle ? La Parallax Wave qui tourne, cependant on voit que la cloque de Paul est relativement minime. Donc je suis quand même pas si mal que ça. Là il faut que j'aille creuser un petit peu dans des solutions, soit un truc qui retire la P-Wave, soit des créatures ou des sorts impactants. A priori, j'ai pas trouvé ce qui me convenait. Encore un land. A priori, je suis en mode jardinage. Ça y est, c'est le printemps. On sort les outils, on jardine à fond. Pour 4 mana, est-ce que c'est Aragorn ou autre chose? Ah, petit moment de réflexion. Je paye différemment. Non, finalement, je garde comme ça. Aragorn. Donc là, le plan, c'est de résoudre un premier monarque. Je vais sûrement devoir lâcher le monarque à l'adversaire pendant 1 à 2 tours, le temps que la P-Wave elle gicle. Oh, dis donc. Ça, c'est du powerplay. Détective Sphénix, qui est lancé pour son coup de bisto. Et alors ça, c'est cool. Je sais pertinemment que je vais perdre mon Aragorn sur le spot, mais étant donné que la capacité de bisto est wordée différemment que juste aura, si jamais la cible du bisto est détruite avant la résolution du bisto, la créature enchantement arrive en temps, justement, non pas Korra qui irait directement au cimetière puisqu'elle n'a pas de cible valide, mais bien en tant que, du coup, créature enchantement, donc en tant que de 2 célérité. Donc là, il me semble que Paul connaissait pas trop le tricks. Je suis fair play. Il me semble que j'ai pris le temps de bien lui expliquer comment est-ce que ça fonctionnait. Le but, c'est de faire des belles parties, c'est pas d'arnaquer un adversaire dans le but de gagner à tout prix. En tout cas, c'est pas ma mentalité. Je lui dis donc que il peut tout à fait exiler Aragorn, mais que je vais garder ma 2-2, donc ça me permettra de bloquer potentiellement une 1-1, et au pire, s'il veut à tout prix récupérer le monarque, ça lui fera vraiment des trades relativement défavorables. Je sais plus exactement à combien de marqueurs il est sur sa Parallax Wave, mais on est quand même sur un certain nombre. Donc j'ai récupéré mon monarque, il y a Aragorn qui a été exilé, il me semble que je n'attaque pas, donc volontairement je n'attaque pas avec le détective Phoenix, même s'il a la célérité. À voir si Paul veut récupérer le monarque et dans quelles conditions est-ce qu'il veut le faire. Moi concrètement, je suis là pour épuiser ses ressources, donc effectivement, je le répète un petit peu depuis tout à l'heure, mais P-Wave c'est pas une fin en soi, c'est un double ou triple time walk. Alors c'est énorme, hein, mais c'est pas non plus pour 4 mana j'ai gagné la partie. Et puis de nos jours, en fait, il y a tellement de powerplay qui sont sortis, surtout au niveau des créatures. J'ai pu remarquer que à l'époque c'était plutôt les sorts qui étaient vraiment pushed. Bah, typiquement P-Wave, c'est quoi? C'est une carte de 80 dans les années 95-2000, et c'est toujours joué de nos jours tellement c'est puissant. Alors là, Skyclave, elle me fait bien mal,
parce que j'ai compté pas mal sur mon petit Phoenix pour bloquer, le relancer en bisto, faire des bêtises. Il se trouve que il a été exilé par Skyclave Apparition. Et là, Paul, malheureusement, n'a pas tout à fait compris, me semble, le fonctionnement de Skyclave Apparition. En fait, il a fait un misplay. Bon, pour le coup, je suis fair play, mais par contre, on est en tournoi, donc il n'y a pas de rollback. Si on fait une erreur, malheureusement, faut l'assumer. Donc, Skyclave Apparition, il l'exile sous sa propre P-Wave pour pouvoir refaire un trigger. En fait, il pensait que on checkait les marqueurs de P-Wave à la fin du tour. Donc, malheureusement, ça, je pouvais pas avoir l'info, je pouvais pas l'aider là-dessus. Donc, finalement, la P-Wave, elle va être sacrifiée au début de son prochain tour. C'est ce que je lui explique. Et comme il m'a pété ma Skyclave, enfin, il a pété sa propre Skyclave, pardon, j'ai récupéré une 3-3. Et donc, là où il aurait pu attaquer avec ne serait-ce qu'une de ces deux bestioles pour récupérer le monarque, là, il s'est un petit peu tiré une balle dans le pied, malheureusement. Pardon. Donc, je reprends mon tour, il faut que j'essaye de profiter quand même de cette erreur pour essayer de faire des bêtises. On voit que j'ai un magnifique Pyroblast qui est la carte du match-up dans la main. C'est faux, c'est un gros blanc. Mais concrètement, je fais tellement de cartes d'advantage que c'est pas si grave. J'ai rajouté volontairement, typiquement Occulte Epiphany. J'ai Malcolm, j'ai... comment ça s'appelle, Fable of the Mirror Breaker, qui sont des cartes qui me permettent de looter, donc de piocher, défausser, et donc d'aller évacuer ces cartes qui vont pas forcément être très pertinentes dans les match-up non bleus. Bon là, de toute façon, j'ai plus grand chose d'autre à faire. Je slam mon Aragorn. Donc, même si jamais Paul avait récupéré le monarque, je l'aurais récupéré également. Bon, déjà, j'aurais pu attaquer avec la 3-3. Ah oui, donc là, j'étais vraiment ceinture bretelle. Je fais volontairement un bluff selon lequel je vais rentrer dans Mana Tice. En fait, c'est juste que j'avais Mental Misstep en main pour lui contrer sa Mana Tice. Mana Tice dont j'ai l'info depuis le tour 1. Effectivement, c'est quand même vachement plus simple de tourner autour quand on a l'info. Pour ça, franchement, la tech de... Bah alors, j'apprécie vraiment Maximilien Khalil, donc je vais encore en parler. Sa tech, donc, qui est également celle de Alexandre Habert, que j'apprécie également, celle de prendre l'info des cartes en main adverses. C'est un petit peu comme jouer à un jeu qui n'est pas Magic, où on est un peu le maître du jeu, vous voyez, Donjons et Dragons, ça tombe bien, c'est un peu la même licence que Wizard of the Coast. On est le maître du jeu, on a l'info de tout ce qui se passe, et c'est nous qui décidons de comment va se résoudre la partie, bien souvent en notre faveur. Quand on a l'information des cartes adverses, ça nous permet vraiment d'adapter notre plan de jeu. Et en l'occurrence, voilà, Pique, c'est un petit cantrip qui pourrait être Ponder Preordain, donc aller creuser dans un peu plus de cartes. Sauf que là, c'est un éphémère qu'on peut jouer à la fin du tour adverse, ou au début de notre tour si jamais on veut voir si on peut résoudre un sort impactant. Qui, étant donné qu'on ne joue pas noir, donc on n'a pas accès au discard, permet de faire un effet de prise d'information des cartes en main qui est extrêmement pertinent. On a également Vendilion Click, qui permet de prendre les infos, qui est pas mal dans le genre. Donc vraiment, je recommande. Je suis vraiment tombé fan de cette nouvelle tech, même si on a certains experts qui la pratiquent depuis un paquet de temps. Donc là, il s'est passé un petit couac du côté de Paul, qui n'a pas tout à fait compris encore comment fonctionnait... comment est-ce que les sorts étaient mis en pile. Au sacrifice de la P-Wave, il y a Skyclave Apparition ainsi que Tishana Tightbender qui arrivent en jeu. On a donc le joueur actif qui met ses capacités en pile en premier, le joueur non actif en second. On a donc Skyclave Apparition qui va essayer d'exiler Aragorn, donc la capa rentre en pile. Et moi j'ai ma capa de Tishana Tightbender qui va venir contrer la capa de la Skyclave Apparition et la transformer en 2-2 vanille. Donc dans tous les cas c'était plus ou moins ce qu'elle était vu qu'elle aura rien contré. Enfin rien exilé comme permanent. Et là, je crois que c'est la giga sauce. J'avais
potentiellement un removal pour la Skyclave apparition, j'ai décidé de ne pas la péter. Et là, Paul il va faire un comeback du turfu. Sauf que ma caméra a décidé de faire la timide, donc je vais simplement vous la dicter à la fin, puisque la caméra n'a pas enregistré la fin de la partie. Ça m'embête autant que vous. C'est exactement le setup que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il avait son drop 3, donc il va lancer Bursting Pod, il va le sacrifier, il va chercher Felidar. Il va exiler Pod, qui va revenir dégager, il va sacrifier Felidar, il va chercher Karmic Guide, qui va remonter Felidar du cimetière, qui va exiler Pod, qui va le faire revenir dégager. Il va Pod le Felidar à nouveau, qui va chercher Kiki. Kiki, il va copier Karmic, qui va renvoyer Felidar, qui va exiler Kiki, et là il a sa boucle, il m'a attaqué pour infini. Donc j'avais vraiment le démon. Il restait à peu près 5 minutes à la cloque, un truc comme ça. Et dans un esprit shonen, j'ai démarré la 3ème partie et j'ai poutré la gueule de Paul. Désolé de l'expression, mais c'était un peu le cas quand même. J'ai réussi à remporter la partie à coup de Aragorn de célérité avec Arena of Glory, avec des faux backups. Vraiment, c'était une dinguerie. Je suis vraiment dégoûté qu'on ne voit pas la fin de ce match. Tant pis. Moi, je vais me préparer pour le stream du CR que je vais faire demain. Donc là, j'enregistre vendredi. Cette vidéo, elle devrait sortir à peu près mercredi, je pense. La prochaine, ce sera un match-up assez exotique également. Ral, donc du coup, bleu-rouge Storm, contre Amalia Lurus. Un petit peu comme Markov, mais un peu plus centré sur des créatures. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Totoru pour l'entre du deck, et à bientôt en direct pour le CR au Normand.